19 septembre 1944, les champs embrumés près d'Haraucourt, France. Le premier lieutenant Merwin Mann, du 37e bataillon de chars, serra la bordure de la tourelle de son Sherman, tandis que son tireur scrutait le terrain couvert de brume à travers le périscope. On les avait avertis à propos des Panthers, les formidables chars allemands dont le blindage incliné s'était avéré presque imperméable aux obus américains standards. Ce que Mann et son équipage ne savaient pas, c'est que logés dans leur rack de munitions se trouvaient 6 obus qui allaient réécrire le calcul tactique de la guerre blindée. 6 obus M93 High Velocity Armor Piercing, perforant à haute vitesse. Chacun contenant un noyau de carbure de tungstène capable de transformer leur Sherman moyen en ce que les tankistes allemands allaient finir par craindre comme une menace inattendue. L'impact psychologique de cette munition s'avérerait aussi dévastateur que son pouvoir de pénétration, brisant les présomptions allemandes sur les capacités des chars américains et forçant une réévaluation complète de l'invulnérabilité du Panther. L'histoire de la façon dont un type de munition spécialisé a modifié l'équilibre de la guerre blindée ne commence pas sur les champs de bataille de France, mais sur les terrains d'essai et dans les installations industrielles des États-Unis, où les métallurgistes et les ingénieurs en balistique travaillèrent contre la montre pour résoudre un problème qui menaçait de compromettre les opérations blindées américaines en Europe. Au début de l'année 1944, l'armée des États-Unis fut confrontée à un dilemme que les planificateurs militaires n'avaient pas anticipé. Le char M4 Sherman, colonne vertébrale des divisions blindées américaines, rencontrait des chars allemands qu'ils ne pouvaient pas vaincre de manière fiable de face. Le Panther, la réponse de l'Allemagne au T-34 soviétique, combinait un puissant canon de 75 mm à haute vélocité avec une plaque de glacis de 80 mm inclinée à 55 degrés, créant une épaisseur effective d'environ 140 mm qui s'avéra presque impénétrable au canon de chars américains. Les renseignements américains avaient sous-estimé à la fois la quantité et la qualité des Panthers qui seraient déployés. En juin 1944, lorsque les forces alliées débarquèrent en Normandie, 38% des chars allemands dans le théâtre d'opération étaient des Panthers. Non pas la poignée prédite, mais des centaines de ces chars moyens avancés, souvent pilotés par des soldats inexpérimentés, mais protégés par un blindage que les canons de chars américains conventionnels ne pouvaient pas pénétrer de face. Le canon M3 de 75 mm, qui armait la plupart des Sherman en Normandie, ne pouvait pas pénétrer le blindage frontal d'un Panther à aucune distance. L'obus ricocherait simplement sur la plaque de glacis inclinée, laissant l'équipage du Sherman vulnérable au tir de retour du puissant canon du Panther, qui pouvait détruire un Sherman à plus de 2000 mètres. Même le canon M1 de 76 mm amélioré, qui commença à atteindre les unités en juillet 1944, eut du mal face au blindage du Panther. En utilisant les obus standards M62 Armor Piercing Capped, perforant coiffé, 76 mm, le 76 mm pouvait pénétrer 109 mm de blindage à 1000 mètres avec une obliquité de 0 degré. C'était suffisant contre le Panzer IV et de nombreux canons d'assaut allemands, mais le blindage frontal incliné du Panther restait effectivement immunisé. Le 76 mm pouvait pénétrer le mantelet de canon du Panther, mais seulement à très courte portée, typiquement en dessous de 100 mètres, une distance à laquelle les avantages du Panther en puissance de feu rendèrent le combat suicidaire. Le problème n'était pas le canon lui-même, mais la munition qu'il tirait. Le déploiement du canon de 76 mm lui-même avait été une saga d'hésitation bureaucratique et de reconnaissance tardive. Les premiers chars M4 Sherman, montant le canon M1 de 76 mm, sortirent des lignes de production en janvier 1944. Ces Shermans M4A, un 76, arrivèrent en Grande-Bretagne le 10 avril 1944 avec 130 chars livrés pour se préparer à l'invasion de la Normandie. Pourtant, malgré leur disponibilité, les commandants américains refusèrent de déployer ces chars améliorés le jour J. Les raisons étaient multiples. Les équipages manquaient de temps de formation adéquate sur le nouveau système d'armes. Les préoccupations logistiques concernant le maintien de 2 types de munitions différents compliquaient la planification de l'approvisionnement. Plus critiquement,
les commandants croyaient que le canon de 75 mm s'avérerait adéquat face à l'opposition attendue. Cela s'avéra être une erreur de calcul catastrophique. Début juillet 1944, les rapports de terrain de Normandie brossèrent un tableau sombre. Le 2 juillet, des plaintes concernant l'inefficacité des canons de 75 mm contre le blindage allemand atteignirent le général Dwight Eisenhower. Sa réponse, documentée dans de multiples comptes rendus historiques, captura la frustration au niveau du commandement. Vous voulez dire que notre 76 ne va pas détruire ces Panthers? Mais je pensais que ça allait être l'arme miracle de la guerre. La citation complète, telle qu'enregistrée par des témoins, continua avec un langage plus fort, exprimant sa colère que l'ordonnance Artillerie Service des Munitions lui avait assuré que le 76 mm réglerait tout ce que les Allemands avaient. Un comité se réunit le 12 juillet 1944 et détermina officiellement ce que les équipages de chars savaient déjà par une expérience amère. Les armes américaines standards ne pouvaient pas vaincre les Panthers de face. Le général Omar Bradley ordonna immédiatement que les Sherman de 76 mm soient expédiés de Grande-Bretagne vers le front. Le 25 juillet 1944, durant l'opération Cobra, 102 chars M81-76 firent leur début au combat. Les rapports d'engagement initiaux furent sobres. Bien que le 76 mm représentait une amélioration par rapport au 75 mm, il avait encore du mal contre le blindage frontal du Panther aux distances de combat. Les équipages de Sherman apprirent rapidement qu'ils devaient manœuvrer pour des tirs de flanc ou viser le mantelet de canon du Panther à courte portée. Aucune de ces options n'étant tactiquement souhaitable face à un char qui pouvait les détruire à 2000 mètres de distance. La solution résidait dans la métallurgie et la physique. En juillet 1944, les ingénieurs de l'ordonnance américaine avaient développé l'obus T4, plus tard standardisé sous le nom de M93 HVAP, High Velocity Armor Piercing. Les munitions High Velocity Armor Piercing représentaient une rupture fondamentale par rapport à la conception perforante conventionnelle. Le projectile consistait en un noyau de carbure de tungstène, l'un des matériaux les plus durs disponibles, entouré d'un corps léger en aluminium et d'un bouclier balistique. Cette conception concentrait l'énergie cinétique du projectile en un pénétrateur plus petit et plus dense, tout en réduisant le poids global. Le résultat fut dramatique. L'obus M93 atteignait une vitesse à la bouche de 1036 mètres par seconde comparé à 792 mètres par seconde pour l'obus standard M62. Cette augmentation de vitesse de 244 mètres par seconde se traduisit directement en pouvoir de pénétration. À 1000 yards, environ 914 mètres, l'obus HVAP pouvait pénétrer 160 mm de blindage avec une obliquité de 10 degrés. Selon les données de test officielles du War Department, contre le mantelet de canon du Panther, avec son acier moulé incurvé de 100 mm d'épaisseur sur les premières variantes D et A, plus tard augmenté à 120 mm sur le Ausfuss G. Cela signifiait une pénétration fiable à des distances allant jusqu'à 1000 mètres au lieu d'une distance de point blanc. Le mantelet devint soudainement une cible viable pour les équipages de Sherman, qui avaient auparavant été contraints de tenter des attaques de flanc désespérées ou de battre en retraite. Mais le développement du HVAP ne représentait que la moitié de la solution. La production était une autre affaire entièrement. L'obus T4 dépendait du carbure de tungstène, un matériau stratégique importé principalement de Chine, qui produisait 36% de l'approvisionnement mondial en tungstène avant la guerre. Le tungstène était critique pour de nombreuses industries de guerre. Les machines-outils, les munitions perforantes pour de multiples calibres, la trempe des plaques de blindage et divers processus industriels se disputaient tous des approvisionnements limités. La demande américaine en tungstène pour les munitions HVAP seule consommait des centaines de tonnes métriques annuellement. Chaque obus HVAP de 76 mm contenait approximativement 0,88 kg de carbure de tungstène, signifiant qu'un Sherman transportant 6 obus nécessitait près de 5 kg de ce matériau rare. La Chine produisit approximativement 10 000 tonnes métriques de concentré de tungstène en 1944, mais cela devait servir tous les besoins alliés à travers toutes les applications.
Les États-Unis complétèrent les importations chinoises par une production domestique provenant de gisements limités au Colorado, Nevada et Californie. Mais la disponibilité totale resta contrainte. La situation du tungstène en Allemagne était bien pire, les importations suédoises déclinant fortement alors que la guerre tournait contre le Reich et la production domestique restant minimale. En 1945, les usines allemandes thésaurisaient désespérément le tungstène pour les machines-outils nécessaires à la production de moteurs d'avion, tandis que les équipages de Panther ne recevaient que des munitions standards. L'US Ordnance Department testait les projectiles HVAP depuis le printemps 1942, mais la production à grande échelle ne commença qu'après que les débarquements de Normandie eurent révélé l'ampleur du problème du Panther. En juillet 1944, la production d'obus HVAP de 3 pouces pour les chasseurs de chars atteignit 1000 obus. Août vit 1000 obus de 76 HVAP produits. Septembre en produisit 1700 autres de 76 mm. Ce ne fut qu'en novembre 1944 que la production mensuelle atteignit 5000 obus pour le 76 mm, passant à 7000 obus par mois en janvier 1945. En mars 1945, approximativement 33 000 obus de munitions HVAP de 76 mm avaient été produits, représentant un effort industriel significatif, mais encore une fraction de ce qui était nécessaire. En février 1945, le Sherman de 76 mm moyen en Europe avait reçu un total de 5 obus HVAP. 5 obus pour faire face à un ennemi déployant les Panthers comme chars standards dans les divisions Panzer. Une compagnie de Sherman avec 17 chars posséderait 85 obus HVAP au total, tandis qu'elle faisait face à des unités allemandes qui pouvaient aligner 30 Panthers ou plus. Les premiers obus HVAP atteignirent le théâtre européen en août 1944, mais leur arrivée fut éclipsée par des problèmes tactiques plus larges. Le bocage normand força les blindés américains dans des combats au corps à corps, où les canons allemands supérieurs pouvaient tendre des embuscades aux colonnes de Sherman. Les équipages de chars firent face à un ennemi qui avait appris à positionner les Panthers dans des positions hull down, coque masquée, exposant seulement la tourelle lourdement blindée tout en gardant la caisse plus vulnérable cachée. La doctrine allemande mettait l'accent sur la capacité du premier tir avec les Panthers attendant dans des positions préparées, permettant aux colonnes de Sherman d'approcher avant d'ouvrir le feu à des distances où le tir de retour américain était inefficace. L'impact psychologique sur les équipages de chars américains fut sévère. Les équipages surnommèrent le Sherman le briquet Ronson, affirmant qu'il s'enflammait à chaque fois. Bien que des analyses d'après-guerre aient montré que cette réputation était exagérée, la perception influençait le comportement. Les commandants de chars qui repérèrent des Panthers choisissaient souvent de demander un appui d'artillerie ou aérien plutôt que d'engager directement, cédant l'initiative tactique à un ennemi qui pouvait être vaincu avec les bonnes munitions et tactiques. L'arrivée des obus HVAP commença à changer ce calcul, mais lentement, entravé par la rareté des munitions et le manque de formation sur ses capacités et limites. Le premier test de combat généralisé des munitions HVAP n'eut pas lieu dans le bocage normand, mais dans la campagne ouverte de Lorraine, où les divisions blindées américaines s'étaient frayé un chemin dans un terrain qui favorisait les tactiques défensives allemandes. Septembre 1944 trouva la 3e armée du lieutenant-général George Patton profondément en France, fonçant vers la frontière allemande avec une logistique étirée à son point de rupture. La 4e division blindée, l'une des formations blindées américaines les plus efficaces, avait avancé agressivement, s'emparant d'une tête de pont sur la Moselle, près d'Haraucourt. Le haut commandement allemand reconnut la menace. Si les blindés de Patton atteignaient le Rhin et franchissaient l'Allemagne proprement dite, le cœur industriel du Reich serait exposé. La 5e armée Panzer du général Hasso von Manteuffel reçut l'ordre de contre-attaquer, de détruire la tête de pont américaine et de repousser l'avance de Patton. La force allemande rassemblée pour cette attaque incluait 2 nouvelles Panzerbrigaden, les 111e et 113e, équipées principalement de chars Panthers neufs sortis des usines allemandes. Sur le papier, l'avantage allemand semblait écrasant.
Les deux brigades alignaient ensemble approximativement 150 chars contre le combat commande A de la 4e division blindée qui possédait environ 50 chars Sherman. La 113e Panzerbrigade seule entra en bataille avec approximativement 90 chars et canons d'assaut dans ces deux bataillons combinés, incluant 42 Panthers et 40 Panzer IV. Les planificateurs allemands anticipèrent une victoire rapide. La supériorité technique du Panther devrait compenser tous les avantages américains en logistique ou appui aérien. Ils se trompèrent fondamentalement. La bataille d'Haraucourt, livrée sur 11 jours du 18 au 29 septembre, deviendrait le plus grand engagement de chars livré par les forces américaines jusqu'à la bataille des Ardennes. Plus importante encore, elle démontrerait que les équipages de chars américains, correctement entraînés et équipés, pouvaient vaincre des blindés allemands techniquement supérieurs grâce à des tactiques supérieures, une coordination d'armes combinées et une utilisation judicieuse des munitions perforantes à haute vélocité. Le matin du 19 septembre commença avec un brouillard épais couvrant le terrain vallonné autour d'Haraucourt. La reconnaissance allemande était limitée. Les Panzerbrigaden, manquant d'unités de reconnaissance appropriées, avancèrent à l'aveugle dans un terrain tenu par les forces américaines qui connaissaient le terrain et avaient établi des positions défensives. Vers environ 8 heures, des éléments de la 113e Panzerbrigade pénétrèrent les avant-postes américains à l'est et au sud d'Haraucourt. Les chars allemands, des Panthers 9 d'usine avec des équipages inexpérimentés, avancèrent en formation de colonne, une erreur tactique que les tankistes américains vétérans exploitèrent immédiatement. La C Company du capitaine Kenneth R. Lamison, 37e bataillon de chars, tenait des positions le long des approches clés vers Haraucourt. Ces équipages de Sherman avaient été briefés sur les obus HVAP dans leur rack de munitions, 6 obus par char. Utilisez-les judicieusement, avait souligné le briefing, contre les tourelles ou mantelets de Panther à des distances où la vélocité reste suffisante pour la pénétration. Le brouillard qui gênait la reconnaissance allemande joua maintenant en faveur des défenseurs américains. Une section des Sherman de Lamison occupait des positions au sud du village lorsque le premier Panther se matérialisa dans la brume, à peine à 75 mètres de distance. À cette portée, la supériorité de tir à longue portée du Panther ne signifiait rien. Le tireur américain tira instantanément. L'obus HVAP, voyageant à plus de 1000 mètres par seconde, frappa le mantelet de canon du Panther. Le noyau de carbure de tungstène perça l'acier moulé incurvé et fit détonner les munitions stockées directement sous la culasse du canon. Le Panther explosa, sa tourelle se soulevant légèrement sous la force de la détonation secondaire. 2 autres Panthers émergèrent du brouillard en succession rapide. Tous deux furent détruits en quelques secondes, leurs équipages n'ayant pas le temps de riposter efficacement dans la visibilité limitée. Les chars allemands restants firent demi-tour. Les équipages, choqués par la perte soudaine de 3 Panzers face à ce qu'on leur avait dit être des chars américains inférieurs. Tout au long de la matinée du 19 septembre, des engagements similaires éclatèrent à travers le secteur d'Haraucourt. Les chars américains, utilisant le brouillard comme camouflage, engagèrent les Panthers à des distances où les obus HVAP étaient les plus efficaces. Le déploiement tactique allemand s'avéra désastreux. Avançant en colonne sans reconnaissance appropriée, les équipages de Panther exposèrent à plusieurs reprises leur blindage latéral plus mince aux tirs de flanc américains. Près du poste de commandement d'Haraucourt, un peloton de chasseurs de chars M18L4, également équipés de canons de 76 mm et de munitions HVAP, engagea des blindés allemands à courte portée. Les chasseurs de chars rapides s'avérèrent dévastateurs dans les combats à courte portée et embrumés. Vers midi, alors que le brouillard se levait, les observateurs d'artillerie avancés américains purent coordonner le tir avec les compagnies de chars défensives. Les chasseurs bombardiers P-47 Thunderbolt du 405e Fighter Group arrivèrent au-dessus, piquant à travers les trouées dans les nuages pour frapper les blindés allemands avec des roquettes et des mitrailleuses. La combinaison des avantages américains devint claire. Alors que le Panther possédait un blindage et une puissance de feu supérieure en tant que système d'armes individuelles, les forces américaines employaient des tactiques d'armes combinées comme doctrine standard.
Les chars allemands avançaient sans un appui d'artillerie adéquat, sans couverture aérienne, sans infanterie pour dégager les positions défensives américaines. Les forces américaines coordonnaient les blindés avec l'artillerie, la puissance aérienne, l'infanterie et les chasseurs de chars dans un système intégré qui submergeait les avantages techniques allemands. Lorsque les Panthers rencontraient ces défenses préparées, ils étaient détruits un par un malgré leur capacité supérieure. Les munitions HVAP ne rendaient pas les chars Sherman égaux aux Panthers en termes de spécifications techniques, mais la guerre n'est pas menée selon les seules spécifications techniques. Les chars sont détruits par des équipages qui exploitent les vulnérabilités dans des conditions de combat. Le mantelet de canon du Panther, nécessaire pour permettre au canon de 75 mm de s'élever et de pivoter, créait un point faible. La jonction entre la tourelle et la caisse, le blindage latéral, le plancher moteur, représentaient tous des cibles que les Sherman équipés de HVAP pouvaient désormais engager avec succès à des distances de combat qui étaient auparavant suicidaires. Plus dévastateur pour le moral allemand fut l'impact psychologique de découvrir que leur blindage n'était plus invulnérable. Les équipages de Panther avaient été formés à croire que leurs chars ne pouvaient pas être pénétrés de face par le feu américain. Les briefings de renseignement soulignaient la puissance de feu inadéquate du Sherman. On disait aux équipages qu'aussi longtemps qu'ils gardaient l'avant face à l'ennemi, ils étaient en sécurité. Les premiers commandants de Panther qui virent les obus de Sherman percer leurs mantelets et détonner les munitions prêtes apprirent autre chose. Les survivants de telles rencontres rapportèrent cette connaissance à leurs unités, répandant la prise de conscience que les chars américains possédaient désormais des munitions capables de vaincre les Panthers. Dans l'après-midi du 19 septembre, les commandants de chars allemands rapportaient au quartier général que les Shermans américains possédaient de nouvelles munitions plus puissantes. Les rapports étaient confus et contradictoires. Certains affirmèrent que les Américains avaient secrètement déployé des chasseurs de chars avec des canons de 90 mm. D'autres suggérèrent que les Britanniques avaient fourni des chars Firefly avec le 17 Pounder aux unités américaines. La vérité que l'industrie américaine avait développé des munitions spécialisées qui annulaient partiellement l'avantage de blindage du Panther était plus troublante pour les planificateurs allemands qu'aucune de ces théories. Cela signifiait que la capacité industrielle américaine pouvait répondre aux problèmes tactiques plus rapidement que l'industrie allemande ne pouvait les contrer. Les combats continuèrent jusqu'au 22 septembre lorsque les principaux efforts offensifs allemands s'arrêtèrent finalement. Les forces américaines avaient détruit ou mis hors de combat approximativement 86 chars et canons d'assaut allemands. Les pertes américaines s'élevaient à 25 chars Sherman et 7 chasseurs de chars. Le ratio de destruction favorisait largement les Américains malgré leur désavantage technique dans la performance individuelle des chars. La bataille d'Haraucourt représenta non seulement une victoire tactique, mais aussi un tournant psychologique. Les équipages de chars américains apprirent qu'ils pouvaient vaincre les Panthers sans attendre des chasseurs de chars spécialisés ou un appui aérien écrasant. Les équipages allemands perdirent la sécurité psychologique de croire en une invulnérabilité frontale absolue. La perspective allemande sur Haraucourt fut celle de la confusion et de l'amère récrimination. La 113e Panzerbrigade, qui était entrée en bataille avec approximativement 90 chars et canons d'assaut, ne pouvait en rassembler moins de 20 opérationnels au 29 septembre. Les rapports allemands d'après-action eurent du mal à expliquer la défaite. La supériorité technique du Panther était indéniable sur le papier. Comment des équipages inexpérimentés dans des chars nouvellement produits avaient-ils été vaincus si complètement ? Les réponses résidaient en partie dans l'entraînement et l'expérience. Les équipages des Panzerbrigaden avaient un entraînement minimal, arrivant souvent au front avec seulement quelques semaines d'instruction. Les équipages de chars américains de la 4e division blindée étaient des vétérans qui avaient combattu à travers la France, comprenaient la guerre des armes combinées et avaient appris à lire le terrain pour un avantage tactique. Mais l'entraînement seul n'expliquait pas pleinement les pertes de Panthers, particulièrement les pénétrations qui n'auraient pas dû être possibles avec les munitions américaines standards.
Les officiers du renseignement allemand examinant les Panthers détruits trouvèrent des trous d'entrée plus petits que prévu, suggérant un projectile sous-calibré. L'examen d'obus non explosés récupérés près de chars mis hors de combat révéla la vérité. Les Américains avaient déployé des munitions à cœur de tungstène. Cette découverte eut des implications stratégiques profondes. L'Allemagne elle-même avait développé des munitions similaires, le Panzergranate 40, qui utilisait des noyaux de tungstène pour améliorer la pénétration. Mais les approvisionnements allemands en tungstène étaient critiques limités fin 1944, la production étant concentrée sur les machines-outils plutôt que sur les munitions. Si les Américains pouvaient field des munitions spécialisées à cœur de tungstène en quantité suffisante pour les distribuer aux unités de chars de première ligne, cela démontrait une capacité industrielle et un accès aux ressources que l'Allemagne ne pouvait égaler. Non seulement les chars américains étaient plus nombreux et mieux soutenus logistiquement, mais ils étaient désormais équipés de munitions qui annulaient partiellement les avantages techniques soigneusement conçus de l'Allemagne en protection blindée. L'impact des munitions HVAP s'étendit au-delà des résultats tactiques immédiats à Haraucourt. Alors que la nouvelle se répandait dans les unités blindées américaines que les nouvelles munitions pouvaient vaincre les Panthers dans des circonstances favorables, les équipages de chars devinrent plus disposés à engager directement les blindés allemands. La paralysie psychologique qui avait affecté certaines unités durant les difficiles combats de Normandie commença à se dissiper. Les équipages respectaient toujours les capacités du Panther, mais ne se sentaient plus impuissants face à lui. Ce changement de morale s'avéra crucial pour les opérations suivantes. Un équipage qui croit qu'il peut se battre engagera agressivement, cherchant des positions avantageuses et prenant des risques calculés. Un équipage qui croit qu'il est surclassé hésitera, cédant l'initiative à l'ennemi. Les munitions HVAP, bien qu'en supply critique limité, fournirent aux tankistes américains une arme qui leur permit de combattre les Panthers à armes plus égales. Même les équipages qui n'avaient jamais tiré un obus HVAP bénéficièrent psychologiquement de savoir que les munitions existaient et pourraient être disponibles quand le besoin s'en faisait le plus sentir. Les commandants furent forcés de prendre des décisions de priorisation difficiles avec le stock limité de HVAP. Les chasseurs de chars, dont la mission se concentrait spécifiquement sur le combat anti-char, recevaient une allocation préférentielle. Les chars Sherman, avec leur double rôle de soutien d'infanterie et d'engagement de blindés, recevaient souvent moins d'obus, malgré des rencontres plus fréquentes avec des chars ennemis. Cela créa une tension opérationnelle entre les besoins tactiques et les réalités de l'approvisionnement. Le système d'allocation géré à plusieurs niveaux de commandement, de l'armée jusqu'au bataillon, résulta en des inefficacités. Certaines unités recevaient plus de HVAP qu'elles ne pouvaient en utiliser immédiatement, tandis que d'autres épuisaient leur stock en quelques jours et ne recevaient pas de réapprovisionnement malgré des demandes urgentes. Lorsque les forces allemandes lancèrent leur offensive surprise dans les Ardennes en décembre 1944, les unités de chars américaines firent face à une pression intense renouvelée. La bataille des Ardennes vit des centaines de chars Panthers et Tigers déployés dans des conditions hivernales qui favorisaient le combat défensif et limitaient la supériorité aérienne alliée en raison du mauvais temps. Les équipages de Sherman américains comptèrent lourdement sur leurs rares munitions HVAP pour engager les blindés lourds allemands. La pénurie devint critique en quelques jours de combats intenses. Certaines unités épuisèrent complètement leur stock de HVAP et trouvèrent que les demandes de réapprovisionnement restaient sans réponse, alors que les réseaux logistiques luttaient pour livrer des munitions à travers des routes enneigées, bloquées et perturbées par les avancées allemandes. Pourtant, même dans les difficiles combats des Ardennes, les forces américaines démontrèrent que la compétence tactique et la coordination des armes combinées pouvaient compenser le désavantage technique. Les équipages de chars coordonnèrent étroitement avec l'infanterie, utilisant des équipes bazooka pour mettre hors de combat les Panthers à courte portée, tandis que les Sherman fournissaient un tir de couverture. Les observateurs avancés d'artillerie appelèrent des missions Time on Target, qui endommagèrent les optiques, désactivèrent les chenilles et tuèrent les membres d'équipage exposés, même lorsque les obus ne pouvaient pas pénétrer le blindage.
L'appui aérien, lorsque le temps le permit enfin fin décembre et janvier, s'avéra dévastateur contre les blindés allemands concentrés sur les routes d'approche. La bataille des Ardennes se termina avec les forces blindées allemandes anéanties, ayant perdu des centaines de chars irremplaçables et d'équipages expérimentés dans une offensive qui échoua à atteindre ses objectifs. Début 1945, la situation stratégique avait basculé de manière décisive et irréversible en faveur des Alliés. Les forces américaines et britanniques se préparaient à traverser le Rhin. Les armées soviétiques avançaient depuis l'Est, ayant brisé les lignes défensives allemandes dans de massives offensives hivernales. La capacité industrielle de l'Allemagne s'effondrait sous les bombardements stratégiques combinés, la perte de territoires contenant des ressources critiques et des installations de fabrication, et de graves pénuries de matières premières, incluant le carburant et le tungstène. La production de Panther, qui avait atteint 3900 unités en 1944, chuta brusquement début 1945, alors que les usines étaient bombardées, les réseaux de transport perturbés et les matières premières devenaient indisponibles. Même lorsque les Panthers étaient reproduits, les pénuries de carburant les gardaient souvent immobiles. Les unités de chars allemandes, dans les derniers mois, abandonnèrent fréquemment des chars. Non pas à cause de dommages au combat, mais parce qu'ils n'avaient pas de carburant pour les faire fonctionner. Les limitations techniques du HVAP, bien que moins médiatisées que ses succès, méritent un examen pour l'exactitude historique. Le noyau de carbure de tungstène, bien qu'excellent pour pénétrer le blindage lorsque les conditions étaient favorables, était intrinsèquement fragile. En dessous de certaines vitesses d'impact, approximativement 700 à 760 mètres par seconde, 2300 à 2500 pieds par seconde, le noyau pouvait se briser au contact plutôt que de pénétrer. Cela signifiait que l'efficacité du HVAP déclinait significativement aux plus longues distances où la vélocité avait diminué. La portée effective contre les mantelets de Panther était d'environ 1000 mètres. Au-delà de cette distance, la probabilité que le noyau se brise à l'impact augmentait substantiellement. Les tankistes américains apprirent ces limitations par l'expérience du combat, parfois tragiquement. Les équipages qui tiraient du HVAP sur des Panthers au-delà de la portée effective gaspillaient des munitions rares et provoquaient souvent un tir de retour des canons allemands qui restaient efficaces à des distances bien plus longues. La formation sur l'emploi approprié du HVAP était souvent minimale, car les munitions arrivaient aux unités de première ligne plus rapidement que le matériel de formation ne pouvait être développé. De nombreux équipages apprirent les techniques d'emploi efficaces par essai et erreur dans des conditions de combat. L'expérience documentée du sergent Francis Baker, le 20 novembre 1944, illustra à la fois le potentiel et les limitations du HVAP en combat réel. Son Sherman, équipé d'un canon de 76 mm et transportant des obus HVAP, engagea un Panther à approximativement 800 yards, 730 mètres. Le tireur de Baker tira au moins 7 obus avec de multiples impacts observés sur le blindage latéral du Panther. À la frustration de Baker, les obus ricochaient sans parvenir à la pénétration. L'engagement démontra que même le HVAP avait des limites significatives contre le blindage incliné à des angles obliques. Le Panther se retira de l'engagement plutôt que de poursuivre le combat. Ainsi, l'action ne fut pas un échec tactique complet, mais elle rappela aux équipages de Sherman que le HVAP n'était pas une solution magique. Les tactiques appropriées, le placement soigneux des tirs, l'estimation favorable de la distance et les angles d'engagement avantageux restaient des facteurs critiques. Le HVAP donna aux tankistes américains des chances significativement meilleures, mais le succès nécessitait toujours de la compétence et du jugement. L'analyse d'après-guerre des munitions HVAP révéla à la fois ses succès et ses limitations. Contre le mantelet de canon du Panther à des distances allant jusqu'à 1000 mètres, le HVAP était hautement efficace lorsque les coups étaient réussis, pénétrant de manière fiable et causant souvent des explosions secondaires catastrophiques. Contre la plaque de glacis, les résultats étaient médiocres, sauf à très courte portée et sous des angles favorables.
L'inclinaison extrême signifiait que les obus à cœur de tungstène, voyageant à haute vélocité, ricochant souvent ou se brisaient à l'impact. Cela signifiait que les équipages de Sherman devaient encore manœuvrer pour des angles de tir avantageux, prenant les Panthers de flanc lorsque c'était tactiquement possible. Les munitions ne faisaient pas des chars Sherman les égaux techniques des Panthers, mais elles donnaient aux équipages américains une chance de se battre dans des engagements où ils n'avaient auparavant que peu d'espoir de pénétration frontale. La guerre de Corée, commençant en juin 1950, fournit un autre test de combat de l'efficacité du HVAP. Les chars Sherman américains, maintenant principalement la variante M83E8 armés de canons de 76 mm, firent face aux chars T-34-85 de construction soviétique au service nord-coréen et plus tard chinois. Contrairement à la situation en Europe, où le HVAP avait été critique rare, en 1950, les approvisionnements en tungstène n'étaient plus contraints par les demandes concurrentes de temps de guerre et des stocks substantiels étaient facilement disponibles. Les équipages de chars américains en Corée trouvèrent que les obus HVAP pénétraient facilement le blindage du T-34/85 aux distances de combat normales. Le T-34-85, bien que capable, possédait une protection blindée significativement inférieure au Panther. Son front de tourelle de 90 mm d'épaisseur et sa plaque de glacis de 45 mm ne pouvaient pas résister aux projectiles à cœur de tungstène tirés à haute vélocité par les canons de 76 mm. Les Sherman américains, en Corée, atteignirent des ratios d'échange remarquablement favorables contre les blindés communistes, en partie à cause d'un meilleur entraînement des équipages, mais aussi significativement à cause de la disponibilité abondante des munitions HVAP. La vindicte du Sherman de 76 mm en Corée fut mitigée pour les vétérans des combats en Europe. Les munitions qui auraient pu être employées plus largement en Europe s'avérèrent dévastatrices en Asie lorsque les contraintes d'approvisionnement ne limitaient plus l'emploi. La perspective allemande sur les munitions HVAP américaines, recueillies à partir d'interrogatoires d'après-guerre et de l'examen de documents capturés, révéla un respect professionnel à contre-cœur et une profonde frustration. Les officiers de l'ordonnance allemande reconnurent que l'industrie américaine avait résolu le problème des munitions à cœur de tungstène plus efficacement que les manufacturiers allemands. Bien que l'Allemagne ait été pionnière dans la technologie sous-jacente, tandis que l'Allemagne avait développé des munitions à cœur de tungstène avec la série Panzergranate 40, les limitations de production signifièrent que ces obus ne furent jamais disponibles en quantité suffisante. La production américaine de HVAP, bien que également limitée par la rareté du tungstène, dépassa encore substantiellement la capacité allemande fin 1944. Les équipages de chars allemands interrogés après la guerre mentionnèrent fréquemment les améliorations des munitions américaines comme un facteur significatif qui compliqua leur situation tactique. La connaissance que les chars Sherman pouvaient pénétrer les mantelets de Panther à des distances de combat signifia que les équipages allemands ne pouvaient plus simplement compter sur le blindage frontal pour leur protection. Cela força des tactiques plus prudentes, des avancées plus lentes et une plus grande dépendance aux positions défensives. Mais la guerre défensive céda l'initiative aux forces américaines, leur permettant d'employer des tactiques d'armes combinées qui annulaient les avantages allemands. L'impact psychologique de perdre l'invulnérabilité du blindage contribua à l'état d'esprit de plus en plus défensif qui caractérisa les opérations blindées allemandes en 1945. L'analyse technique des projectiles HVAP récupérés sur des épaves de chars allemands fournit aux ingénieurs allemands une compréhension détaillée de la conception des munitions américaines. Le noyau de carbure de tungstène, entouré de sections de corps légers en aluminium, représentait une utilisation efficace de matériaux stratégiques rares, qui maximisaient le pouvoir de pénétration tout en minimisant la consommation de tungstène par obus. Le corps porteur léger permettait des vélocités plus élevées sans une usure excessive du canon, tandis que le noyau de tungstène dense conservait l'énergie cinétique sur une distance bien meilleure que les pénétrateurs en acier. Les ingénieurs allemands reconnurent ces avantages, mais manquèrent de la capacité industrielle et des ressources matérielles pour répondre avec des développements similaires.
Fin 1944, la production allemande de chars et de munitions se concentra entièrement sur le maintien de la production des conceptions existantes plutôt que sur le développement de nouveaux types de munitions. Le canon KWK 42L70 de 75 mm du Panther possédait déjà un excellent pouvoir de pénétration avec les munitions standards contre les chars alliés. Ainsi, le développement de nouveaux obus allemands améliorés n'était pas la priorité critique. Développer de nouvelles munitions requérait du tungstène que l'Allemagne ne pouvait pas épargner et une reconversion que les usines luttant sous les attaques aériennes ne pouvaient pas accommoder. Les chars allemands, dans la dernière année, combattirent avec des conceptions de munitions datant de 1942 et 1943. Alors que les munitions américaines continuaient de s'améliorer. La signification historique de la bataille d'Haraucourt s'étendit bien au-delà des résultats tactiques immédiats. L'engagement prouva de manière concluante que la doctrine blindée américaine, mettant l'accent sur la mobilité, la coordination des armes combinées, la logistique supérieure et le soutien matériel écrasant, pouvait vaincre de manière cohérente les méthodes tactiques allemandes, reposant lourdement sur la performance individuelle supérieure des chars. Les commandants allemands avaient conçu leur Panzerbrigade de 1944 autour des capacités techniques du Panther, supposant que le blindage et la puissance de feu compenseraient pour les équipages inexpérimentés et le soutien limité. Cette supposition s'avéra catastrophiquement fausse. La leçon fut claire pour les observateurs militaires des deux côtés. L'excellence technique dans la conception des armes comptait et fournissait des avantages. Mais l'excellence opérationnelle dans la guerre des armes combinées, la logistique supérieure et un meilleur entraînement comptaient plus pour atteindre le succès tactique et opérationnel. L'impact du HVAP sur les équipages de chars individuels mérite une considération au-delà de la pure analyse technique. Pour les tankistes américains, qui avaient fait face aux Panthers avec seulement des munitions standards durant les difficiles combats de Normandie, l'arrivée du HVAP représenta un espoir tangible. Les munitions n'éliminèrent pas la menace du Panther, mais fournirent un outil qui offrait des chances raisonnables de réaliser une pénétration dans des circonstances favorables. Ce coup de pouce psychologique contribua à une performance améliorée et à des tactiques plus agressives. Pour les tankistes allemands, la connaissance que les chars américains posaient désormais une menace frontale crédible altéra fondamentalement les calculs tactiques. Otto Carius, un as des chars allemands hautement décoré qui commanda des chars Tiger et survécut à la guerre, écrivit abondamment dans ses mémoires d'après-guerre sur l'impact psychologique de faire face à des ennemis qui pouvaient pénétrer son blindage. Le sentiment d'invulnérabilité que procurait un blindage épais était crucial pour le moral de l'équipage et les tactiques agressives. Lorsque ce sentiment s'éroda, la performance de l'équipage en souffrit de manière mesurable. Les équipages de Panther faisant face à des Sherman équipés de HVAP expérimentèrent cette érosion de la confiance. Le mantelet devint une vulnérabilité connue que les équipages américains compétents pouvaient exploiter. Cette connaissance rendit les équipages de Panther démontrablement plus prudents, plus lents à engager et généralement moins disposés à prendre des risques tactiques. Les implications stratégiques du développement du HVAP s'étendent à des questions plus larges sur la compétition technologique dans la guerre moderne et l'importance cruciale de la capacité industrielle. Les établissements de recherche américains et allemands possédaient des ingénieurs compétents et une compréhension sophistiquée de la balistique et de la pénétration du blindage. Les deux reconnurent la valeur des munitions à cœur de tungstène tôt dans la guerre, et les deux développèrent des conceptions fonctionnelles. La différence critique se résuma à la capacité industrielle et à la disponibilité des ressources plutôt qu'à la connaissance scientifique. L'industrie américaine pouvait produire du HVAP en quantité suffisante pour influencer significativement les résultats sur le champ de bataille, bien que jamais assez pour équiper pleinement toutes les unités. L'industrie allemande pouvait à peine en produire assez pour mener des tests. Ce schéma se répéta à travers de nombreux systèmes d'armes tout au long de la guerre. L'Allemagne développa des armes sophistiquées et souvent techniquement supérieures, mais ne put les produire en quantité qui affectait les résultats stratégiques.
La capacité industrielle américaine produisit des équipements moins sophistiqués, mais hautement efficaces en nombres écrasants. Le M4 Sherman n'était objectivement pas le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale, selon la plupart des mesures techniques, mais les usines américaines en produisirent approximativement 49 324 comparé à approximativement 6 132 Panthers. Ce ratio de production de 8 pour un combiné avec des améliorations de munitions comme le HVAP qui réduisit l'écart technique s'avéra stratégiquement décisif. Les carrières d'après-guerre des vétérans qui combattirent à Haraucourt reflètent l'impact durable de ces expériences de combat sur la pensée militaire. Le lieutenant-colonel Creighton Abrams, qui commanda le 37e bataillon de chars à Haraucourt avec distinction, s'éleva pour devenir chef d'état-major de l'armée des États-Unis et donna son nom au char de combat principal M1 Abrams. Les leçons qu'Abrams apprit sur la guerre des armes combinées, l'importance critique de l'entraînement des équipages et la nécessité de munitions adéquates influencèrent toute sa carrière et la doctrine qui l'aida à développer. Le M1 Abrams fut délibérément conçu avec un puissant canon rayé de 120 mm et des types de munitions sophistiqués, incluant des pénétrateurs à l'uranium appauvri qui servent fonctionnellement le même rôle que le HVAP durant la Seconde Guerre mondiale. Les vétérans allemands des unités de Panther qui survécurent à la guerre et rejoignirent plus tard la Bundeswehr apportèrent des leçons différentes mais tout aussi importantes. Ils avaient personnellement expérimenté les limitations de posséder une supériorité technologique sans la base industrielle et la logistique pour la soutenir. La doctrine blindée de la Bundeswehr durant la guerre froide mit l'accent sur la qualité et l'entraînement, tout en reconnaissant explicitement que l'Allemagne de l'Ouest ne pouvait pas égaler la supériorité numérique soviétique. Mais les planificateurs de la Bundeswehr, informés par l'expérience de la guerre, mirent également l'accent sur l'efficacité des munitions. Les chars de combat principaux, Léopard 1 et plus tard Léopard 2, utilisèrent des conceptions de munitions sophistiquées, informées par la réalisation que la technologie des munitions et l'entraînement des équipages comptaient autant que l'épaisseur du blindage. La conclusion de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la reddition inconditionnelle de l'Allemagne le 8 mai 1945, mit fin aux besoins tactiques immédiats des munitions HVAP contre les Panthers. Les officiers de l'ordonnance américaine, examinant systématiquement les véhicules détruits, trouvèrent des preuves claires de pénétration de HVAP sur certaines épaves, confirmant l'efficacité des munitions dans des conditions favorables, tout en notant ses limitations. Les Panthers, touchés par du HVAP, montraient typiquement des pénétrations à travers le mantelet ou la face de la tourelle lorsqu'ils étaient frappés sous des angles favorables, mais rarement à travers la plaque de glacis, qui restait hautement résistante. Ce schéma valida la doctrine tactique américaine qui mettait l'accent sur les manœuvres de flanc et la création d'angles d'engagement favorables. L'analyse complète d'après-guerre conclut que bien que le HVAP améliora de manière significative les capacités du Sherman contre les blindés lourds allemands, les facteurs vraiment décisifs restaient la supériorité numérique écrasante, une logistique bien meilleure, une supériorité aérienne complète, un soutien d'artillerie supérieur et une doctrine opérationnelle plus efficace. La transformation des équipages de chars américains de mi-1944 à début 1945 refléta l'impact cumulatif de l'expérience au combat, la disponibilité améliorée de l'équipement et la familiarité avec les munitions spécialisées, incluant le HVAP. Les équipages qui débarquèrent en Normandie en juin 1944 se sentaient souvent véritablement appréhensifs à l'idée d'affronter les blindés allemands, particulièrement les Panthers et les Tigers. Début 1945, après des mois de combats soutenus, des améliorations significatives de l'entraînement, une disponibilité accrue des Shermans de 76 mm et une familiarité croissante avec les munitions HVAP, les tankistes américains abordèrent les engagements bien plus confiants. Ce changement psychologique eut des conséquences tactiques directes. Les équipages confiants combattirent plus agressivement, prirent des risques calculés lorsque les opportunités se présentaient et exploitèrent les avantages tactiques. Bien que les munitions HVAP seules ne créèrent pas cette transformation,
Leur disponibilité et leur efficacité prouvée contribuèrent significativement à un moral amélioré des forces blindées américaines et à une performance tactique. L'héritage du développement du HVAP continue d'influencer la conception moderne des munitions. La doctrine blindée américaine à partir de 1945 mit constamment l'accent sur l'efficacité des munitions comme composant critique de la conception des chars. Les munitions modernes de chars utilisent des pénétrateurs en uranium appauvri ou en alliage de tungstène, des matériaux choisis pour essentiellement les mêmes propriétés de densité et de dureté qui rendirent le carbure de tungstène efficace durant la Seconde Guerre mondiale. Le principe sous-jacent reste constant. Concentrer l'énergie cinétique maximale dans un petit projectile extrêmement dense, se déplaçant à la vélocité la plus élevée possible. La continuité du HVAP de 1944 aux munitions actuelles, Armor Piercing, Fin Stabilized, Discarding Sabot, perforante à ailette stabilisée et sabot détachable, illustre comment les leçons fondamentales de la Seconde Guerre mondiale continuent d'influencer directement la technologie militaire. Le développement des munitions de chars soviétiques et plus tard russes suivit des chemins remarquablement similaires, reconnaissant indépendamment que la capacité de perforation dépend lourdement des propriétés des matériaux du projectile et de la délivrance d'énergie cinétique. L'industrie mondiale des munitions de chars a ses racines technologiques dans l'expérience du HVAP, où les ingénieurs démontrèrent pour la première fois de manière concluante que les munitions spécialisées pouvaient partiellement surmonter les avantages de la protection blindée. Le 19 septembre 1944, lorsque les équipages de Sherman du premier lieutenant Merwin engagèrent pour la première fois des Panthers avec des munitions HVAP à Haraucourt, marqua un véritable tournant dans l'équilibre psychologique de la guerre blindée. Les équipages allemands qui avaient combattu confiants derrière leur blindage apprirent que les chars américains pouvaient poser une sérieuse menace frontale. Les équipages américains qui s'étaient sentis surclassés gagnèrent une confiance significative en sachant qu'ils possédaient des munitions qui pouvaient vaincre les Panthers dans des circonstances favorables. Ce changement dans la psychologie tactique, permis par les munitions à cœur de tungstène produites dans les usines américaines, influença chaque engagement blindé subséquent de la guerre en Europe. Les munitions HVAP, bien que jamais disponibles dans les quantités désirées, fournirent assez de capacités améliorées pour transformer les équipages de chars américains de défenseurs incertains en attaquants confiants, disposés à engager directement les blindés allemands. Les équipages qui tirèrent ces premiers obus HVAP au combat, regardant les noyaux de tungstène percer un blindage qui avait semblé invincible, démontrèrent que la capacité industrielle et la science des matériaux appliqués intelligemment à des problèmes tactiques urgents pouvaient surmonter des désavantages techniques apparemment insurmontables. Cette leçon fondamentale, apprise à un coût considérable sur les champs de bataille à travers l'Europe, reste directement pertinente pour les planificateurs militaires faisant face aux défis technologiques de la guerre moderne.